Voilà, nous allons passer à la troisième partie. Nous allons proposer certaines questions à la fois à Christian et Sandrine. Et donc, la première question porte sur le statut de la biomasse dans les scénarios. Donc, pas seulement le scénario négawatt, mais donc un peu l'ensemble des scénarios. Il se trouve que c'est l'importance de la biomasse par rapport au conflit d'usage. C'est ça l'angle d'attaque que l'on voudrait vous poser. Ah oui, plus près, merci. Donc les fourchettes d'utilisation soutenable de la biomasse sont très larges dans les rapports du GIEC. La SNBC, le scénario AFTER, les scénarios S3 et S4 de l'ADEME et d'autres scénarios internationaux suppose une utilisation assez importante de cette ressource. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur comment la limite de soutenabilité est définie et en particulier comment les scénarios prennent en considération les potentiels conflits d'usage des terres entre alimentation, exploitation de la biomasse et énergie renouvelable qui prennent de la place au sol, parmi d'autres. Donc peut-être Christian d'abord, et puis ensuite Sandrine. Oui, c'est ça. Alors la biomasse. Donc la biomasse, elle est traitée dans le scénario AFTER 2050. Donc au départ, la question c'est quel usage de la biomasse entre les 6 grandes fonctions. Donc petits moyens mnémotechniques, les 6 F. Donc fourneau, fourrage, fibre, fuel, forêt, fumure. Donc c'est pour décrire les grands usages de la biomasse qui sont alimentation des humains, des animaux, les matériaux, l'énergie, le sol et puis les besoins, donc forêt pour décrire les espaces peu anthropisés pour des besoins de nature, biodiversité, etc. Donc dans le scénario AFTER, en fait, alors le scénario négawatt, c'est un scénario qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on vise la neutralité climatique, on vise le 100% renouvelable, on a des indicateurs, c'est cap au nord, on y va. Bon. En matière d'usage des sols, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup de compromis possibles. Et donc, il faut vraiment trouver la ligne de crête. Et donc, les enjeux, c'est les enjeux en termes d'alimentation, de santé, le concept de One Health maintenant dont on parle, donc ceux de santé globale. On a les enjeux climat, on a les enjeux bioressources pour matériaux, pour énergie, etc. Et puis, on a un certain nombre de leviers. Donc, on a en fait une matrice d'objectifs qu'on cherche à atteindre globalement, mais on les atteint pas tous à 100%. Enfin, voilà, il n'y a jamais de solution optimale. Donc, c'est forcément des compromis qu'il faut opérer. Donc, les compromis, sur la question de la biomasse, en fait, l'usage des biomasses, c'est principalement aujourd'hui l'alimentation. Les principales ressources, enfin les principaux usages de la biomasse, c'est l'alimentation et c'est la nourriture des animaux. 80% de la biomasse agricole qu'on produit en France, c'est pour nourrir les animaux, 80% de l'usage de l'espace, 80% des émissions de gaz à effet de serre, etc., ou voire plus. Donc là, sur ce petit graphique, c'est des travaux qu'on a menés qui montrent que, grosso modo, aujourd'hui, on est à 1500 kg sur le périmètre ferme en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut diviser par 2 la consommation de viande pour à peu près tout le monde, gros consommateurs, petits consommateurs, etc. Ça, c'est le premier enjeu. C'est on divise par 2 la consommation de produits d'origine animaux, parce que c'est ce qui est le moins efficace en termes d'alimentation. Deuxième enjeu, c'est comme pour le scénario négawatt, on a vraiment repris le triptyque, donc efficacité des systèmes de production. Alors qu'on dit l'efficacité des systèmes de production, on ne parle pas de rendement à l'hectare, on parle d'efficacité globale. C'est-à-dire l'efficacité globale, c'est aussi impact sur la biodiversité, consommation d'intrants, d'engrais, d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est aussi donc le site OSAE, pour les personnes qui s'intéressent à ça, je fais un peu de pub pour Solagro, donc ça veut dire oser l'agroécologie, donc qui montre des 40 pratiques agroécologiques qui sont documentées chez des agriculteurs qui pratiquent tout ça et qui permettent de voir jusqu'où on peut aller. Je vais passer quelques diapos. Et puis, on a une forte réduction globalement des impacts, donc moins de consommation d'énergie, d'ammoniac, d'azote minéral, de phyto, d'eau pour l'irrigation, de surface irriguée. Voilà. Et puis, on regarde, donc là, on a globalement un système de production agricole
qui est plus soutenable que celui d'aujourd'hui. Alors, on n'est pas arrivé à zéro sur tous les indicateurs, hein. On les a réduits dans une mesure que nous, on jugeait acceptable, en tout cas avec les compromis nécessaires. Et ensuite, on regarde quelles sont les ressources mobilisables. Donc là, sur ce graphique, par exemple, on a toutes les ressources qui sont utilisées pour la méthanisation, qui tiennent compte des usages de ces ressources pour l'alimentation du bétail. Donc là, on est sur des ressources herbagères, hein, où nous, on ne va pas manger de l'herbe, hein, et donc, on a des ressources qui sont disponibles, qui s'inscrivent dans des pratiques agroécologiques avec des cultures intermédiaires, etc. Voilà, donc, je ne vais pas développer tout ça, mais en tout cas, ça c'est intégré. Donc, en termes de, d'abord, la durabilité des systèmes de production globalement, l'allocation des différents usages, et là-dessus, les bioénergies, c'est la part qu'on peut allouer à ces productions sans compétition avec les autres usages prioritaires qui sont satisfaits. Voilà. À l'échelle mondiale, dans les scénarios du GIEC, on était, donc aujourd'hui, on produit à peu près 50 hexajoules de bioénergie. Dans les scénarios médians, alors ça c'était dans le rapport précédent, on était à 150, donc c'est comme un triplement de la consommation de biomasse à l'échelle mondiale, avec dans les scénarios, alors dans le rapport précédent, avec, vous vous souvenez, hein, les scénarios P1, P2, P3, P4, avec des centaines de millions d'hectares consacrés aux bioénergies avec stockage de carbone. Donc ça, nous, on en a zéro dans nos scénarios. Ça, pour nous, ce n'est pas durable. Il n'y a pas de surface dédiée essentiellement à la production de bioénergie. Il y a très peu de surface utilisée pour les biocarburants, etc. Donc en général, c'est combiné avec d'autres solutions. Voilà. Merci Sandrine. Bon, sinon, je le passe. Ça va aller. Oui, en effet, j'ai parlé tout à l'heure des émissions négatives, où en fait on fait un recours assez important du CCS avec la biomasse. Et en fait, nous, comment on a abordé cette question-là en fait, dans nos modèles, donc j'ai un modèle mondial. Et en fait, c'était effectivement, quand on avait des trajectoires assez ambitieuses, atteindre un 2 degrés, c'est une des options techniques qui ressortait assez fortement. Quand on regardait l'autre rapport du GIEC, le 50, là le 5e, on va refaire le tour aussi de celui-là, c'est dans la majorité des scénarios qui ressortaient pour atteindre ces trajectoires, il y avait forcément un recours à la biomasse et à la biomasse CCS. Donc forcément, on s'est posé la question, alors du coup, le potentiel de biomasse, est-ce qu'il est soutenable? Est-ce qu'il répond aux autres enjeux, et notamment alimentaires? Qu'on a regardé dans notre modèle. Et en fait, notre représentation de la biomasse a été assez limitée. C'était juste quelques ressources qui venaient de bases internationales qu'on pouvait trouver. Donc, on a fait c'est le travail d'une thèse, hein, donc ça ne se fait pas comme ça en quelques mois. C'est un énorme travail qui a été fait pour essayer de raffiner l'utilisation de la biomasse. Et donc, le parti pris qui a été pris, ça a été de représenter toutes les cultures qu'il pouvait y avoir dans le monde. Donc là, après, du coup, on a pareil, hein, il y a le problème de la donnée. Donc là, c'était sur les données FAO ou autres, etc., pour l'alimentation. Donc faire un état des lieux de toutes les cultures qu'il pouvait y avoir, les rendements à terme. On a pris en compte le rendement qui pouvait diminuer en raison de l'impact du changement climatique. Donc on a développé un outil à ce niveau-là. Et en fait, une fois qu'on a fait le coût aussi, le coût de l'utilisation des cultures, etc., le coût du capital, enfin tout ce qui était la mécanisation, etc. Et une fois qu'on a fait ce recensement, on a travaillé sur les surfaces au sol. Donc les surfaces au sol par rapport aux besoins alimentaires. Donc il y a une estimation de la demande des besoins alimentaires, une estimation des surfaces au sol aussi utilisées donc pour ces besoins alimentaires, estimation de la forêt, des sols pour l'urbanisation par rapport aux avancées à terme des changements à ce niveau-là. Et en fait, dans l'hypothèse qu'on a prise, c'était priorité à la demande, mais ce n'est pas forcément toujours le cas dans les scénarios qui sont pris. Mais après, c'est une posture qui est établie. Donc priorité alimentaire, donc par rapport à cet usage de sol, qualité nutritive aussi qui était représentée. Et en gros, nous, dans les scénarios, alors on a fait parce qu'il n'y a pas de paramètres uniques, il y a encore une incertitude aussi là-dessus, et on est entre pour les scénarios bas à 70 hexajoules de biomasse. Alors du coup, nous, c'est énergétique, puisque c'est celle qu'on veut estimer, c'est quel est le reste de biomasse qu'on peut utiliser au niveau énergétique. Donc en max, on doit être à 70 hexajoules, un scénario médian à 215 et un peu plus de 300 pour un scénario maximum, dans l'idée de toujours respecter quand même cette priorité alimentaire, mais avec des hypothèses différentes. Et en fait, toute la difficulté, c'est de pouvoir calculer ces éléments-là. Donc ça, c'était pour notre présentation au niveau international. Et après, là, on a un autre travail, enfin, c'est un suivi, donc je n'encadre pas du tout là-dessus, mais il y a une thèse qui est en cours au CIRAD sur l'île de la Réunion, qui ont des objectifs 100% d'autonomie énergétique, donc depuis très longtemps.
Donc il y a un travail là-dessus sur ce transfert de substitution et indépendance par rapport aux fossiles qui sont importés. Et là, ce qui a changé, c'est qu'il y a une réflexion sur comment je contrebalance ça avec l'autonomie alimentaire. Et en fait, il y a forcément un moment, c'est un territoire fini qui n'est pas extensible. Donc par rapport à mon usage de sol, comment je fais mon compromis entre tout ce que je peux faire au niveau alimentaire et la biomasse. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il y a une culture, donc il y a la canne à sucre qui est assez fortement développée là-bas, donc une économie qui repose autour de ça. Et quand on avait développé des scénarios, parce qu'on a représenté un modèle de la Réunion pour l'autonomie énergétique, c'était impensable de pouvoir faire de la canne fibre énergétique. Il y a des recherches, il y a des labos là-dessus pour faire de la canne fibre vraiment un bon rendement énergétique. Politiquement, c'était impossible. Sinon, il y a tout un tissu autour de ça qui est organisé sur la canne à sucre, le rhum, etc. Et du coup, c'était impensable. Et maintenant, c'est des discussions qui sont en cours. Le contexte économique aussi a changé. Et donc, autant sur ces scénarios de rupture qu'on a portés en disant si finalement on va mettre de la canne fibre, là, c'est des discussions qui sont en train de se faire sur on va peut-être faire quand même de la canne fibre pour l'énergie. Mais donc, du coup, derrière, revient cette question de autonomie alimentaire. Donc, vraiment, l'arbitrage à avoir, c'est j'ai un choix à faire, un compromis à avoir sur priorité alimentaire ou pas. Et au niveau international, d'autant plus qu'il y a des échanges de la biomasse. Des échanges en fait des ressources et qu'il y a des zones qui étaient avant en production alimentaire ça sera plus intéressant et rentable d'aller faire de la bioénergie et d'aller l'exporter ailleurs et que du coup il y a tout un équilibre aussi international qui va être donc là comment on s'assure de ça, c'est déjà sur les potentiels qu'on peut estimer de bioénergie et ensuite s'assurer qu'au niveau des échanges internationaux il y aura une réglementation. Voilà. Juste un petit complément parce qu'en fait est-ce que le sucre c'est un produit alimentaire? Non, mais c'est une vraie question. Alors, c'est une activité agricole, mais on peut se poser la question de c'est quoi la fonction du sucre dans notre régime alimentaire dans les pays riches et je suis désolé, et l'alcool, c'est pas un aliment non plus. Voilà. La question au départ, c'était sur cette activité économique à quelle était, je fais de la bioénergie. Maintenant que de la bioénergie va être un potentiel, ils sont en train d'étudier le régime alimentaire qui peut être exploitable sur le territoire. Donc, quelles sont les productions? Parce qu'il y a des conditions climatiques aussi particulières et des sols particuliers. Et je suis en train de voir justement quel régime alimentaire et quels produits alimentaires peuvent être utilisés sur ces... Donc, ce ne sera plus du sucre, forcément. Mais l'arbitrage, en fait, se fait. Merci beaucoup pour la réponse à cette question. Le deuxième sujet dont on aimerait que vous nous parliez un petit peu, c'est celui des matériaux en général et des métaux, puisque finalement, vous l'avez bien montré, dans quasiment tous les scénarios de transition, il y a une électrification des véhicules et une forte utilisation des énergies renouvelables, qui sont toutes intensives en matériaux, on va dire, de base, comme le ciment, l'aluminium, etc. Mais également en ce qui concerne le véhicule électrique, en des matériaux, enfin des métaux un peu plus rares, le cobalt, le lithium, etc. Et donc, la question était de savoir comment, dans les modèles économiques, les coûts, les perspectives sur les coûts d'évolution de ces matériaux étaient prises en compte, et sur les modèles en général, les impacts environnementaux à la fois en amont et en aval de la filière, et notamment si dans les scénarios mondiaux, on suppose que tout le monde va se mettre à faire des ENR et avoir des véhicules individuels. Voilà. Et donc Sandrine, si tu veux bien commencer, et puis... Alors c'est vrai que dans tous les modèles qu'on peut voir, il n'y a pas forcément le lien direct avec les matériaux. Ça peut être calculé après quand il y a une trajectoire qui est faite de voir l'impact que ça peut avoir sur la quantité et ça va donner la plausibilité ou pas de la sortie. Nous, sur notre modèle mondial, donc on ne l'avait pas au départ et il y a eu un travail qui a été fait par Antoine Boubou qui est au BRGM maintenant. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir intégrer cette contrainte dans nos choix techniques. En fait, il y avait une analyse du coup de cycle de vie de chacune de nos technologies. Il y a associé les besoins en matériaux qui étaient nécessaires pour pouvoir le faire et les limites qu'il pouvait y avoir. Donc après, c'est sur des bases qui existaient. Donc on avait un potentiel qui était estimé. Donc il n'y avait pas forcément, à ce moment-là, d'utilisation de recyclage, de réutilisation, etc. Et c'est ce qu'il faut clairement ajouter maintenant par rapport à les usages qu'on va avoir. Et donc ça, il faut rajouter. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas du tout ça. Et donc déjà avoir une idée de si je sors cette trajectoire, si j'ai ce mix qui répond à mon objectif et à l'histoire que j'ai racontée, quel est le besoin en matériaux, est-ce que c'est limitant? Et donc l'idée c'est d'avoir cette contrainte-là. Donc là c'était un premier travail, il n'y a pas eu possibilité de l'intégrer
endogène à ce moment-là. Et là, récemment, l'année dernière, sur un séminaire qu'on a organisé justement sur les questions de 100% ENR, il est intervenu pour parler justement des besoins de matériaux. Et il a vraiment insisté, donc, en tant que BRGM, et il a vraiment insisté sur cette obligation en fait, d'avoir ces réutilisations, réparation et recyclage, alors qu'il indique dans l'ordre. C'est vraiment ces enjeux-là qu'il va falloir développer si on veut pouvoir répondre à ces besoins. Et par rapport à l'utilisation des matériaux et au stock, cette vision de stock de ces ressources, en fait, il donnait deux visions complémentaires qui étaient l'une, j'ai un stock et je l'utilise jusqu'à ce que j'en ai plus et je ne fais pas forcément de considération autre. Et une autre vision qui est, finalement, la réserve, elle va aussi évoluer en fonction des coûts, en fait, pour retrouver les réserves et pour trouver les éléments. Et qu'à un moment, plus les coûts ils vont augmenter, ça sera plus forcément, il y aura des solutions alternatives qui vont peut-être être trouvées et qu'en fait, donc il y a toute une question de considération de ce stock. Est-ce qu'il est aussi en fonction de du coût qu'il va avoir et est-ce qu'on va pouvoir le déterminer? Et donc c'est une question opportunité-coût, en fait, qui va résulter. Et là, ils sont en train de développer actuellement, donc c'est à suivre, ils sont en train de développer une approche particulière sur ces matériaux qui intègre justement l'évolution des consommations et des usages à terme, l'évolution des productions, des réserves et des ressources, la substitution, le recyclage et les prix, pour rendre cette criticité dynamique par rapport justement aux coûts et aux besoins qui vont permettre de trouver les réserves, mais aussi à l'intégration de ces réutilisations, réparations, recyclage. Donc, je n'ai pas de réponse directe sur ça. Ça va évoluer et ça va évoluer aussi en fonction du coût associé à ces matériaux. Mais on essaie d'en tenir compte. Et par contre, il y a vraiment un point critique autour de ça sur ces choix techniques. Alors, voilà, pour compléter. Donc, alors, nous, c'est ce qu'on a traité dans le scénario Négamat. Donc, comme disait Sandrine, priorité, c'est recyclage avec réemploi, réparabilité, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, par exemple, le béton, on divise la consommation de béton par 2. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a simplement un effet démographique qui fait qu'on va réduire les besoins de construction neuve, parce que la population française finit par se stabiliser, etc. Parce que aussi on a des politiques de limitation de l'augmentation des mètres carrés par personne, etc., etc. Là-dedans, le béton dont on a besoin pour l'ensemble du parc éolien à l'horizon 2050, ça ne se voit pas sur le graphique. Hein. C'est de l'ordre du pourcent de la consommation. Donc, c'est vraiment pas un problème de matériaux. Globalement, on n'a pas de problème de matériaux au niveau de la production d'énergie renouvelable. C'est pas là que ça se pose les difficultés. Les difficultés, ça va se poser plutôt au niveau de l'utilisation de l'électricité. En fait, le principal problème qu'on a identifié, nous, c'est que vous voyez qu'y compris le sable, par exemple, qui est une matière critique, donc moins 67% de consommation, est-ce que ça suffit ou pas? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, le résultat auquel on arrive, c'est ça, on divise par 4 la consommation de sable. Le cuivre aussi, parce qu'il y a beaucoup de recyclage, etc. Ce qui augmente, c'est la bauxite et essentiellement le lithium. Et donc, nous, c'est un critère déterminant, c'est même un critère de dimensionnement pour l'ensemble du scénario Négawatt. Ça repose sur un pari qui est, que je juge moi très, très, très fort, c'est-à-dire qu'on a évalué les réserves de matières premières, qui sont les réserves prouvées. On ne s'est pas basé sur les réserves probables, mais les réserves prouvées, parce que les réserves probables, c'est un pari. On a dit, on fait un scénario, on prend le moins de paris possible sur l'avenir, on part de ce qu'on tient, ce qu'on sait. Donc, les critères, c'est réserves prouvées. Ensuite, c'est une allocation au pourcentage de la population mondiale. Il y a des défenseurs des véhicules électriques qui nous expliquent que l'Europe ne va pas manquer ni de nickel ni de rien parce qu'il y en a plein en Nouvelle-Calédonie. Alors, moi, c'est pas notre approche. C'est pas notre approche. La Nouvelle-Calédonie, elle vivra peut-être son destin. C'est l'essentiel des ressources de nickel au niveau mondial. On ne va pas s'accaparer les ressources de la Nouvelle-Calédonie pour l'Europe. On va prendre les ressources qui reviennent à la population française, au pourcentage de sa population. Ça nous paraît la plus juste répartition des ressources. Ça nous paraît la meilleure allocation. Donc quand on fait ça, ensuite on a des hypothèses fortes aussi sur le taux de recyclage. Alors aujourd'hui, le lithium, on ne sait pas le recycler. On nous dit qu'on va savoir le recycler avec un degré de pureté compatible avec des usages batterie, voiture. OK. Donc, on prend quand même des hypothèses. Alors, les promoteurs de la voiture électrique, alors nous, vous avez vu qu'il y a beaucoup de voitures électriques, mais la difficulté du message, c'est de dire il en faut beaucoup,
Mais il y a des limites, c'est-à-dire que c'est pas tout ou rien, quoi. C'est pas on y va à fond, c'est pas encore une fois, c'est pas cap au nord on y va, c'est on y va, mais il faut faire attention à la vitesse, aux ressources. Il faut s'assurer que le développement du parc il s'accompagne en parallèle de la vérification de la recyclabilité, du taux de récupération, de la possibilité de réutiliser le lithium à la qualité nécessaire, etc. Et on voit qu'avec ça, avec un taux de recyclage qui va quand même aller jusqu'à 90% dans la deuxième moitié du siècle, mais notre empreinte cumulée, on n'est pas tellement au-dessous de la limite qu'on s'est fixée. Alors peut-être que cette limite elle va augmenter. Quand il sera avéré qu'elle aura augmenté, eh ben à ce moment-là, on pourra relâcher la contrainte, on fera un autre scénario, on l'actualise tous les 5 ans, notre scénario, donc on y reviendra. Mais pour l'instant, on a considéré qu'il y avait cette limite qui impose pour nous qu'on ne va pas électrifier le parc de poids lourds. C'est pour ça que biométhane, et alors nous, je pense que l'extrapolation du scénario négawatts à l'échelle mondiale, on ne serait pas sur 300 hexajoules, là, on serait peut-être sur une centaine, quoi, sur peut-être un doublement à tout casser par rapport à la consommation d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment les réserves en lithium qui sont le paramètre critique qui fait qu'on pense qu'on a besoin de biométhane pour les transports. Tu parlais de la construction ciment, et donc tu disais que la diminution de la construction ciment, c'était essentiellement pour des raisons démographiques. Est-ce que du coup, dans votre scénario, vous avez pris en compte une éventuelle évolution des méthodes de construction en allant plutôt vers le bois, puisque à la fois tu stockes du carbone dans les bâtiments et tu évites les émissions de CO2 dues au ciment? C'est quelque chose que vous avez pris en compte? Oui, bien sûr, on l'a bien pris en compte. Et alors, il se trouve qu'on est aussi sur une consommation qui est plutôt en stable de bois dans la construction, voire en légère diminution. Parce qu'en fait, on a un taux d'utilisation du bois dans la construction et dans la réhabilitation qui est important. Alors, je ne sais plus le chiffre exactement, mais les constructions neuves en 2050 sont majoritairement en bois. Alors, on n'a pas traité d'autres, ça peut être aussi en terre, enfin, etc. Donc, il y a d'autres ressources utilisables à la place du béton, mais il y a beaucoup de bois. Mais comme, en gros, on construit presque plus de bâtiments en 2050, enfin, je crois que le rythme de construction neuve, on doit tomber à quelques dizaines de milliers. Il y a beaucoup de réutilisation, enfin, parce que là aussi, réemploi des bâtiments existants, ça fait partie du scénario. Donc, ce qui fait qu'on a une consommation qui n'augmente pas par rapport à aujourd'hui. Une perspective par rapport aux matériaux en fait, qu'il faut considérer, bon, il y a effectivement la question des potentiels qu'on peut avoir et les opportunités qui peuvent apparaître avec la réutilisation, le recyclage, etc. Par contre, il y a un autre point aussi à surveiller, c'est la question de l'extraction et la transformation de ces matériaux et du coup toute l'énergie qui va être nécessaire pour les utiliser et les quantités d'eau aussi. Et les réglementations qu'il va y avoir aussi autour au niveau de la protection de l'environnement. Et en fait, c'est aussi ces aspects-là qu'il va falloir aussi surveiller parce qu'il y a un besoin énergétique assez important pour les utiliser, un besoin en eau. Et la critique, elle peut venir de là. La limite peut venir aussi de là. Oui. Du coup, l'alerte et la limite aussi qui est à surveiller par rapport à l'utilisation de ces matériaux, c'est aussi leur extraction et la transformation et toute l'énergie qui est nécessaire pour les récupérer, les transformer et les quantités d'eau qui sont nécessaires aussi pour les avoir. Donc au-delà de la réserve qu'on peut avoir ou de l'exploitation et de la réutilisation, il y a cette question-là aussi qu'il faut. Ouais, et puis il y a la question des impacts aussi sociaux, parce que l'exploitation minière, Rio Tinto, c'est pas la PME du coin, hein, et donc il va falloir peut-être qu'on rouvre des mines en Europe, et donc on fasse des coopératives de mines éco-citoyennes, hein, parce que il n'y a pas de raison qu'on aille chercher le lithium au Pérou. Voilà. Merci beaucoup. Donc la troisième question, c'est sur la notion de plausibilité des scénarios, sur les choix idéologiques et les paris qui sont inclus dans ces scénarios. Donc, comme tu l'as bien présenté, Sandrine, au début, la méthode des scénarios, c'est développer un inventaire de scénarios pour explorer les différents futurs possibles. Mais les scénarios doivent donc être possibles. Mais évidemment, ils ne sont pas tous aussi probables que celui de référence, hein, que le tendanciel. Mais la notion de vraisemblance ou de plausibilité est quand même une qualité fondamentale. Et
cette plausibilité, elle repose donc sur la vraisemblance des hypothèses, qui sont nombreuses, mais aussi sur la faisabilité des transformations sociales ou technologiques. Et ça, c'est ça qu'on peut souvent voir comme des paris. Mais on a parfois l'impression que certains paris sont intenables, comme par exemple le pari réparateur du scénario 4 de l'ADEME, qui table entre autres sur l'usage de technologies de captage du carbone dont on a déjà pu voir les limites que l'on peut considérer, et avec l'objectif de sauvegarder les modes de vie. Et c'est un pari que le GIEC rejette explicitement puisqu'il estime que la sobriété est nécessaire. Mais d'un autre côté, à l'inverse, on a parfois l'impression que ceux qui produisent les scénarios, ils évitent certaines hypothèses sur les futurs possibles. Donc dans l'éventail des scénarios, on ne trouve pas toujours toutes les possibilités. Donc par exemple, on ne trouve pas d'effondrement. On ne trouve pas non plus d'hypothèse d'accroissement des inégalités, ni de divergence encore plus grande des conditions sociales. Et la sobriété est très modérée, il n'y a pas de sobriété radicale non plus. Donc, pourriez-vous nous expliquer comment se fait le choix de l'éventail des scénarios à développer et comment se construisent les discussions au sein des équipes sur ces hypothèses et ces paris à prendre en compte? C'est probablement délicat. Donc, je propose Christian d'abord. Alors, il y a la plausibilité, puis il y a comment dire, la plausibilité peut se poser de différentes façons. Il y a la plausibilité en termes de est-ce que acceptabilité par les gens, par les politiques, par les acteurs économiques, etc. Puis il y a la plausibilité par rapport aux limites planétaires. Hein. C'est quand même ça à la base. Donc nous, on se réfère à l'approche Donut que vous connaissez, donc plancher, plafond. Dans le plafond, c'est les limites planétaires. Donc nos scénarios, on cherche, je ne dis pas que c'est tout, qu'on y arrivait parfaitement, mais en tout cas, on s'inspire de la notion de limite planétaire, ce que je disais typiquement sur le lithium, même si les ressources géologiques ne sont pas dans les limites planétaires, n'empêche que pour nous, c'est une limite forte, et donc on cherche à rester en dessous ce plafond, et puis il faut assurer les besoins, un certain nombre de besoins, et donc on s'inspire aussi de l'approche ODD. Hein. Et dans la plausibilité des scénarios, c'est quels sont les scénarios qui sont compatibles avec les différents objectifs de développement durable. Donc nous, dans notre approche, on a qualifié l'ensemble des options. Donc ça, c'est tiré du rapport précédent, du rapport du GIEC, je crois que c'est le rapport 1,5 degré, oui, c'est marqué, voilà, sur le rapport 1,5 degré. Donc on fait une matrice d'évaluation des grandes options qui permet de réduire, de rester dans les 1,5 degré. Là, on a reclassifié ça et puis surtout, on a fait la somme des notes attribuées à chaque ODD, à chaque option. Et on a, quand on prend parce qu'il y a des fourchettes, donc quand on prend la somme des pires notes et la somme des meilleures notes, ça nous donne un scoring avec une valeur moyenne qui n'est pas tellement intéressante a priori. Moi, c'est vraiment l'amplitude qui est intéressante. Donc, on voit qu'il y a des options qui scorent très haut. Donc, efficacité dans le bâtiment, ça score très haut. Parce que là, on va réduire les consommations de matière, on va améliorer le confort des gens, on va réduire leurs factures d'énergie, etc. Donc, en gros, sauf à s'y prendre vraiment mal, on n'a que des bénéfices à en attendre. Inversement, il y a des solutions qui scorent très bas, quelle que soit la façon dont on s'en sort. Donc, il y a la capture et séquestration du carbone, il y a la géo-ingénierie, je crois qu'il y a le nucléaire. Non, le nucléaire, il est en gris, mais il score pas bon. C'est aussi pour ça qu'on l'a exclu. Voilà. Et puis après, il y a des options où le score, il est très variable, en fait, et notamment le secteur des terres. Vous voyez que la restauration des terres, la forestation, etc., on peut avoir des dispositifs de restauration des terres qui scorent négativement et au contraire qui scorent très positivement. Et ça va dépendre de la façon dont on le fait. C'est-à-dire que si vous expulsez des populations locales qui utilisaient des terres dégradées pour faire du pâturage extensif, mais c'est leur nourriture, vous allez dégrader à peu près tous les ODD qui les concernent eux. Vous allez peut-être stocker du carbone, mais vous allez dégrader tous les ODD. Par contre, si vous participez à des programmes d'agroforesterie pour rendre ces populations moins vulnérables, etc., là, au contraire, on sera sur des scores qui seront extrêmement élevés. Donc, toutes les options qu'on a mobilisées dans le scénario, on les scrute au regard de ces objectifs-là, et c'est comme ça, nous, qu'on mesure la plausibilité. La plausibilité,
C'est d'abord envers l'environnement global. Ensuite, on a donc la hiérarchisation des solutions, donc le triptyque, sobriété, efficacité, renouvelable. Le réalisme technologique et économique, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on mobilise des solutions matures, c'est-à-dire que c'est des solutions qu'on a déjà pratiquées, qui sont connues, qui sont documentées, qui sont sur une échelle, vous connaissez l'échelle TRL, Technology Readiness Level, donc sur une échelle TRL qui est suffisamment haute. Si on en mobilise beaucoup, il faut que l'échelle TRL, ça soit haut. Si l'échelle TRL est basse, eh bien on en met un petit peu, parce qu'on se dit qu'à l'horizon 2050, le progrès technique et scientifique permettra de sortir des solutions qui sont aujourd'hui encore embryonnaires, et on va en mettre un petit peu, mais ça ne va pas être un des socles du scénario. Ça sera des options possibles, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, voilà. Donc avec des trajectoires, ce n'est pas des visions projetées à 2050, c'est des trajectoires avec des évolutions qu'on juge plausibles, enfin acceptables du point de vue de la capacité de la société à les porter. Donc, alors là, je vous ai montré une courbe tout à l'heure, c'est 800 000 logements à rénover massivement à l'horizon, d'ici une dizaine d'années. Là, on est peut-être à la limite de la plausibilité, mais voilà. Et puis, principe de développement soutenable, c'est-à-dire réduire l'ensemble des impacts et des risques liés aux énergies. Et puis, le principe étant de léguer des bienfaits des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Ça rejoint la notion des ODD, et donc c'est pour ça qu'on mobilise, de notre point de vue, les solutions qui respectent toutes ces contraintes, alors plus ou moins, etc. Et ce qu'on essaie d'amener aussi dans le débat public, c'est de coupler cette approche avec l'échelle TRL, avec une autre approche qu'on a appelée l'approche ESRL, c'est-à-dire l'approche environnementale et sociale. Donc quand on est dans la recherche technologique, on va travailler sur des procédés, on va les qualifier du point de vue de l'échelle TRL, et vous déposez un dossier ANR, on vous demande, vous passez de TRL combien à combien. Donc vous allez dire, on passe de TRL 5 à TRL 6 ou TRL 7, etc. Et puis à côté de ça, vous allez faire un vague ACV, éventuellement. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire que l'évaluation environnementale et sociale de ces solutions elle soit évaluée au même titre, avec des registres qui sont alors c'est à imaginer, c'est à construire, mais voilà, il faut que systématiquement que la recherche technologique elle soit accompagnée d'une évaluation sur ces critères-là, qui sont la faisabilité sociale, la faisabilité environnementale. Pas arriver au bout du développement technologique en s'apercevant que ma technologie va consommer plein de terres rares et qu'il n'y en a pas assez si on veut la massifier. Parce que c'est dommage d'avoir fait tout ça pour se rendre compte que on aurait fait un calcul au départ, peut-être au niveau 7 ou au niveau 6, on serait rendu compte que non, il y a quand même des problèmes. Et nous, très concrètement, on a été confrontés à ça. Les chercheurs sont arrivés, on leur a dit depuis le début, mais là, attention, parce que ce que vous allez produire comme sous-produit, ça ne sera pas utilisable. Et à la fin, on se rend compte que oui, c'est pas utilisable. Mais zut, il faut tout refaire, quoi. Bon. Donc c'est dommage. Donc il faut vraiment intégrer ça. Et donc ça fait partie aussi de ce qu'on appelle la plausibilité. Et puis après, il y a la question de comment on décide des solutions et de leur déploiement. Mais pour nous, ça passe par la délibération publique. C'est pour ça que ces scénarios ils sont soumis à débat, à discussion, etc. Et que dans les usages, il faut classer les usages entre ce qui est vital, ce qui est nuisible, faire une classification et mettre en place les systèmes de régulation. Je finis. Ouais, je finis. Donc entre obligation, interdiction, incitation, dissuasion, et nous on dit qu'on a le droit d'interdire, on a le droit d'obliger. Ça fait partie des dispositifs qui sont à disposition dans une société démocratique. À partir du moment où interdire des usages qui sont nuisibles ou inacceptables, ça doit être possible. Oui, du coup, comme tu as commencé à le dire, c'est que nous, la plausibilité, elle apparaît à 2 étapes. Déjà, quand on calibre le modèle, qu'on y met les paramètres. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pour certains, on a quelques marges d'incertitude. Donc déjà, il y a cette première étape. Donc pour nous, on va le voir du coup en termes de robustesse de nos résultats, où on va faire des analyses de sensibilité. On va faire varier les paramètres qui sont pour nous moins certains. Et on voit si finalement le résultat qui en ressort, il est fortement ou pas impacté. Et ça permet de voir justement quel est l'impact de cette incertitude dessus. Donc elle est 1 sur notre calibrage et 2 sur les résultats. Une fois qu'on a notre trajectoire qui est fixée, on regarde donc ce qui ressort, le mix qui peut sortir et le déploiement, quand ça sort, à quel rythme, quelle quantité, etc. Et en fait, on regarde si c'est réaliste ou pas en fonction d'un rythme de déploiement, d'un potentiel. Alors, sachant que théoriquement, le potentiel, il est censé être respecté au départ avec les paramètres. Mais du coup, on le fait aussi à cette deuxième étape. Et par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de la biomasse CCS et qu'on avait revu la biomasse, typiquement, quand on avait eu ce résultat, on a fait ce travail de le CCS, s'il est stocké, est-ce que mes potentiels ils sont bien représentés ou pas. Donc il y a eu pareil un gros travail dessus. On a fait des variés avec des potentiels différents. Je vous passe les étapes d'analyse. Et pareil, quand je vous ai donné les 3 valeurs de
biomasse en potentiel qui était assez large. On fait du coup des analyses sensibilité entre j'ai un même objectif, je pars de mon même modèle, et si je suis en haut, bas, moyen et haut, bas, moyen de mes potentiels des deux côtés, est-ce que ma solution qui va être déployée pour atteindre mon 2 degrés va être la même. Et typiquement pour le CCS, quand j'étais en maximum de tous les côtés, j'avais un pourcentage jusqu'à 40% mondial, et un fort déploiement de BECCS, biomasse. Et quand je me mettais en minimum de tout, sachant que c'est aussi plausible que l'autre, parce que c'est juste des paramètres qui ont changé, il y a des choix politiques derrière qui sont, mais il est aussi plausible, mon déploiement n'était plus qu'à une dizaine de pourcentage. Et au lieu d'avoir 12 gigatonnes par an à séquestrer chaque année, 8 par an, j'en avais 2 par exemple. Mais par contre, du coup, ça veut dire que si j'ai pas ce CCS qui ressort, derrière, j'ai d'autres investissements à faire dans d'autres ressources. Et il y a un résultat qui était intéressant dans cette analyse-là, c'est que quand j'avais pas la biomasse CCS, on s'est dit il va y avoir un report, on va avoir du CCS fossile. Et en fait, non. À partir du moment où on n'avait plus d'émissions négatives, donc j'avais plus la biomasse CCS, j'avais plus. Donc on les teste comme ça. Donc déjà, on vérifie nos hypothèses et on met à jour tout le temps. Alors en fait, aussi la faisabilité, elle est parce qu'il faut mettre à jour tout le temps les modèles. C'est sans fin. Et ensuite, on fait des analyses sensibilité, on vérifie et on voit si ça correspond. Après, il y a des choix politiques derrière qui font varier aussi. Ok, merci beaucoup. Et dernière question avant de passer la parole à notre auditoire, c'est la question un peu plus politique, donc de la mise en musique de ces scénarios. On a vu que vous avez présenté certaines hypothèses, notamment dans le scénario Négawatt, qui sont assez, on va dire, vous l'avez qualifié vous-même, Christian, à la limite de la plausibilité, 800 000 logements par an, ou bien des hypothèses comme la diminution du logement, de la surface occupée par les personnes, le changement de régime alimentaire, etc., etc. Donc la question se pose de la mise en musique politique. Et là-dedans, il y a tout un ensemble d'outils potentiels. Alors nos collègues de Toulouse School of Economics parlaient hier du côté incontournable de la taxe carbone, qui jusqu'à présent été mal reçue par la population et qui, même les économistes eux-mêmes reconnaissent qu'elle ne peut pas tout faire. Il y a la sensibilisation, mais qui probablement ne répond pas à l'urgence et qui est surtout noyée dans une litanie d'incitation à la consommation. Il y a les interdictions, qui sont considérées comme liberticides par un certain nombre de personnes. Les normes, donc c'est pas mal, mais ça évolue assez lentement et on a vu dans pas mal de cas que ça pouvait avoir des travers. Et finalement, tout ce qui s'oppose à la croissance, qui est généralement écarté des politiques. Donc finalement, on a parfois l'impression, quand on regarde les scénarios, c'est super, on a vraiment envie de suivre le scénario Négawatt, c'est trop bien. Et en même temps, on se demande vraiment quelles sont les mesures politiques qui permettent concrètement de suivre de telles trajectoires. Et voilà, donc du coup, on voulait avoir votre point de vue sur la question. Pour conclure. C'est à vous. C'est à vous. Bien avoir la réponse à comment faire en sorte que les scénarios puissent être mis en place techniquement. Déjà, il n'y a pas une solution. C'est le scénario qui ressort, on a bien dit, c'est pas de la prévision, c'est des éclairages aussi sur ce qui. Donc il y a une première partie qui est, il faut aussi éclairer le décideur public par rapport à ça, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur ce qui est fait. Donc il y a une écoute qui doit être faite aussi, des études qui sont faites, une formation qui doit être faite à ce niveau-là également pour appréhender ces modèles et ces messages et pas juste clic bouton, j'ai le résultat et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc il y a cette question. Donc on parle aussi de la formation au grand public, etc., mais les élus aussi en fait. Et les décideurs doivent avoir cette formation industrielle également, appréhender sur les possibilités qui peuvent être faites. Et ensuite, donc, parce qu'il y a des décisions de grand ordre qui ne sont pas de la somme de nos gestes. Par exemple, il y a des décisions qui doivent être faites au niveau décisionnel, stratégique, d'État, etc. Donc ça, il faut aussi. Il y a une partie qui est à ce niveau-là. Ensuite, il y a la partie aussi où tout à chacun, où il faut effectivement aussi former, renseigner, sensibiliser, informer des possibilités, des options. Et c'est d'une part, pour mettre en place des actions, mais également pour accepter celles qui vont être prises. Ça va prendre du temps. Sur les comportements, il y a une inertie quand même de changement, etc. Mais du coup, voilà. Moi, ce que je dirais, ce serait plutôt au niveau de cette formation, sensibilisation, compréhension, mais des décideurs et également du grand public, en se disant, alors, c'est soit pour accepter, mais également pour mettre la pression. En se disant, ça ne se fait pas, il y a aussi des choix, ils doivent participer au débat, parce qu'ils seront acteurs et ils prendront aussi en application ce qui va être fait. Sur le type d'action, il y a certes sur action volontaire, etc., mais pour certaines, je pense qu'il faudra quand même des réglementations. Il faudra quand même des réglementations qui vont accompagner ces changements-là, et il y aura un mix. Il n'y a pas une seule solution. Il y a une manière de procéder.
Là, on a parlé d'incitation, on travaille même sur les nudges, par exemple, pour incitation douce, non financière, pour pouvoir faire toute une palette, en fait. Et tout ça doit être déployé pour pouvoir le faire. Mais ça inclut également une obligation pour certaines réglementations. Mais il faut la faire accepter après. Mais elle peut être décidée et accompagnée au moment de la... Bon, c'est peut-être utopie, j'en sais rien. Mais... Pas de meilleure réponse. Et moi, ma réponse, ça sera bref, hein, je suis d'accord. Non, mais on est confronté à ça, nous, ça fait depuis 20 ans qu'on est confronté à comment... C'est un scénario d'ingénieur, hein, donc ça a été assez rappelé. Donc nous, ce qu'on raconte, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Le problème, c'est que politiquement, qui porte ça, quoi. Donc nous, c'est des scénarios de planification écologique. Il paraît qu'on va refaire de la planification écologique. C'est des scénarios où on milite pour réduire la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Bon, vous avez vu que c'était aussi à l'ordre du jour. Alors regardez les réactions qu'il y a dans la presse. Dans la presse, j'inclus Le Point, j'inclus tout ce qui est écrit sur papier. Je dis que c'est dans la presse. Hein. C'est une conception un peu large de la presse, valeur actuelle, etc. Donc les réactions qu'il y a aujourd'hui dans le débat public sur limiter la vitesse sur autoroute à 110 km/h, c'est quoi l'enjeu civilisationnel de passer d'une vitesse qui est purement arbitraire de 130 à 110. Enfin, on ne va pas en mourir, on va plutôt en vivre mieux, quoi. Mais ça, voilà, moi j'ai du mal à savoir si est-ce que ça fait partie des trucs, pour revenir sur la plausibilité, en quoi c'est vraiment une question politique difficile, quoi. Enfin, par rapport à ce qui nous attend. Je ne sais pas, moi je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi il y a autant de réticence sur des mesures qui sont quand même, c'est quand même pas bien la mer à boire. Donc il faut qu'on arrive à convaincre. Alors on a vu la Convention citoyenne, on a vu que 150 personnes un peu briefées correctement, et ben à peu près ils achètent ça. Hein. Enfin, en gros, pas dans le détail, il y a plein de trucs sur lesquels, nous, tout n'est pas réglé au millimètre. Hein, mais en gros, la grande direction, sortir du dogme de la croissance, etc. Tout ça, quand on explique ça aux citoyens, ils comprennent. On a travaillé avec les entreprises, on a travaillé avec une association qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, qui nous a commandité, donc pas Négawatt, mais Solagro et Nerdata, hein, avec qui on travaille, un scénario zéro émission nette. C'est les grandes entreprises du CAC 40. Donc là-dedans, vous avez Total, vous avez Bouygues, vous avez tous les gens, bref. Donc beaucoup de grandes entreprises. Et donc ils sont sur, ils ont aujourd'hui l'ambition de continuer à travailler sur des scénarios comme ça. Alors eux, le discours qu'ils nous disent, c'est, alors nous les entreprises, on est prêts, mais c'est le consommateur qui n'est pas prêt. Donc expliquez-nous comment il faut qu'on parle au consommateur pour qu'il soit prêt à accepter les solutions qu'on leur propose. Donc on se dit qu'il y a on va dire un travail d'acculturation, c'est comme ça qu'on dit quand on fait de la diplomatie, ce qui n'est pas... Voilà, donc il y a les politiques, et en fait il faut aligner les consommateurs, les associations qui les représentent, les ONG, les administrations, les collectivités territoriales. Il y a un gros travail qui est fait aussi par les collectivités territoriales. On a plein d'outils qui existent, on a les SRADET, on a les PCAET, on a plein de dispositifs qui existent, donc il faut aligner tout ça, il faut aligner les politiques sectorielles. La SNBC est là pour dire, vous l'agriculture, vous l'industrie, vous les transports, c'est quoi vos engagements, ce qu'on attend de votre part. Donc il faut que les secteurs économiques se mobilisent. Et donc ce n'est pas citoyen versus politique versus entreprise, c'est vraiment un ensemble qu'il faut arriver à faire bouger. On a l'impression que tout le monde s'attend un peu, et on ne sait pas... c'est peut-être ça l'économie circulaire, il n'y a pas de début, quoi, il n'y a pas de fin, donc on ne sait pas par où attraper le truc. Mais voilà. Donc, et nous, ce qu'on fait, c'est modestement, on dit, si vous voulez tel objectif, c'est ce que disait Sandrine, hein, si vous voulez tel objectif, voilà ce qu'il faut faire. Mais si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Hein, voilà. Merci. On va passer à la 4e partie. Donc maintenant, c'est... Merci. Merci pour vos présentations. Est-ce que l'un d'entre vous connaîtrait un calcul du coût carbone du nucléaire? Et deuxième question,
J'ai cru comprendre qu'en Allemagne, ils avaient déjà de l'expérience au niveau de l'économie d'énergie dans le bâtiment. Et apparemment, ce serait infructueux, notamment par rapport à une histoire d'effet rebond. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Oui, d'effet rebond, il y a eu des études dont j'avais aussi entendu parler sur le fait que les gains attendus énergétiques en termes d'économie d'énergie en Allemagne avaient été assez inférieurs aux prévisions, notamment du fait que les gens chauffaient finalement plus un bâtiment mal isolé. Alors ça, l'effet rebond sur les bâtiments, il peut exister si on réduit peu. C'est-à-dire si vous réduisez de 20% la consommation d'énergie et que vous chauffez plus, vous pouvez perdre le gain. Mais là, on ne parle pas de réduire de 20%, on parle de diviser par 4. Donc pour perdre l'effet, le gain attendu, il faudrait augmenter, je sais pas, la température de 10 degrés, quoi. Enfin, il faudrait peut-être se chauffer à 30 degrés. Donc bon. Donc non, quand on fait des opérations, enfin si on fait la rénovation complète et performante, il y a un effet rebond dans le sens où les économies qui sont attendues peuvent être en partie compensées par une amélioration du confort. Alors ça, on peut l'avoir, mais c'est en partie. C'est-à-dire que la compensation, il y a 3/4 des gains qui sont quand même conservés. Ça, on peut l'avoir quand on fait la rénovation de bâtiments mal isolés pour des personnes qui sont en situation de précarité, qui ne se chauffaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc là, on peut avoir un effet rebond. Mais ça, c'est un effet rebond qu'on recherche plutôt. Mais sinon, sur les opérations, alors allez voir sur les sites de Doremi, etc., quand on fait des opérations qui sont bien pensées du point de vue à la fois technique et financier, il y a vraiment un gain avéré. Après, sur le contenu carbone du nucléaire, alors, bon, il y a plein de choses qui existent. Je crois que le GIEC même a dû faire une revue de littérature de tous les facteurs d'émission, de toutes les énergies. Donc, je ne sais pas la question derrière, mais... De toute façon, bon, globalement, vous avez des énergies bas carbone, le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Ça, c'est des énergies bas carbone. Après, c'est plus ou moins bas carbone, mais si on prend comme référence le gaz ou le charbon ou le pétrole, de toute façon, il y a un ordre de grandeur de différence entre les deux. Voilà. Oui. Là. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai 2 questions. La première concerne, on revient le PIB et la récession, enfin, et le découplage. Vous l'avez dit, la baisse du PIB, la sobriété de nouveau au niveau du rapport du GIEC devient en évidence pour tout le monde. De facto, effectivement, dès que toutes les mesures de sobriété sont des mesures qui sont récessives, baisser le PIB. S'il y a moins d'avions, il y a moins d'activité de Toulouse. S'il y a moins de voitures, plus de covoiturage, il y a moins de PIB. Si on renouvelle moins souvent nos appareils, il y a moins de PIB, etc. Donc globalement, toutes les mesures de réduction des émissions de CO2 ou de transition énergétique reviennent à des mesures de réduction de la consommation énergétique et une baisse du PIB, des récessifs. Or, aucun programme des partis politiques n'est compatible avec une baisse du PIB, avec une récession de 2-3% par an, pendant 20 ans. Aucun. Chacun, ça va être les retraites, ça va être les hôpitaux qui vont augmenter, ceci qui va augmenter, c'est que des augmentations. Donc on a une contradiction très forte entre, d'une part, la velléité de chacun d'avoir des émissions de CO2 qui baissent, ou les consommations énergétiques, et de l'autre côté, la demande citoyenne de chacun, de beaucoup, d'avoir des hôpitaux, des systèmes de retraite, etc. Et pour moi, c'est un problème majeur que l'on voit dans tous les scénarios énergétiques. Alors, soit il est oublié ou masqué, parce qu'on va dire croissance verte, c'est-à-dire on estime qu'il y aura un découplage possible entre la consommation énergétique et la production de biens mesurés par le PIB. Donc c'est typiquement le rapport de Greenpeace. C'est un euro Greenpeace, ils disent à un moment, on suppose que le découplage sera possible. Voilà, on ne sait pas d'où ça sort. On voit qu'au contraire, la plupart des études montrent qu'il n'y aura pas de découplage. Il n'y a pas de découplage depuis 20 ans ou 30 ans, il n'y aura pas, ou pas, du moins pas aux échelles qu'il nous faut. Donc comment vous adressez ça et quelles sont les réflexions globales que vous avez sur le scénario? Et la seconde question, mais qui est un peu liée, c'est il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été faits dans le passé. Beaucoup ont, finalement, il y a eu certaines implémentations, ça n'a pas marché. J'ai en tête tout le scénario qui avait été préparé il y a 10-15 ans par les Allemands. Et c'est un échec complet.
enfin du moins par rapport aux objectifs qui sont donnés. Les Allemands, ça pour la deuxième année de suite, le charbon augmente en Allemagne, troisième année de suite. Maintenant, c'est la première source de production électrique en Allemagne. Un nouveau ministre de l'écolo du climat a décidé d'augmenter d'agrandir la taille des mines de lignite. Il y a aussi, au niveau du gaz, on a aussi 3 semaines lancé le projet, les chantiers de 4 terminaux méthaniers pour remporter, tout à venant. C'est dire les émissions de CO2 augmentent. Plein de petits détails qui n'ont pas été pris en compte par les modélisateurs de l'époque. Voilà, par exemple, l'an dernier, j'arrêtais là. Par exemple, l'an dernier, il y a eu moins de vent et moins de production électrique. Et certains estiment que c'est une conséquence du changement climatique. Il y a eu des coûts monstrueux qui ont été pas mal anticipés, comme les renforcements du réseau. Ils en sont à 80 milliards d'euros pour renforcer les réseaux, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, il y a un gros écart entre ce qui avait été vendu au niveau politique et ce qui est actuellement implémenté, ce que l'on voit. Et est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau universitaire, etc., pour comprendre pourquoi il y a ces échecs-là et pour quelque part reboucler sur une nouvelle génération de scénarios qui serait un peu plus acceptable, qui ait plus de chances effectivement d'impacter la société. Sinon, il ne sert à rien. Bon courage à tous les deux pour cet découplage, puis scénario allemand qui s'y lance. Alors, si c'est comment nous on le prend en compte, c'est un des critères, un des déterminants de notre demande en fait. Donc du coup, effectivement, on suit les tendances qui sont prescrites par les organismes qu'on prend comme référence ou pas. Et effectivement, il n'y a pas, dans ce qu'on a pu voir sur les trajectoires qui évoluent aussi, d'évolution et de découpage, une baisse d'un PIB ou autre. On peut travailler, c'est un ralentissement éventuellement, qui ne soit pas aussi important et l'augmentation qu'il peut y avoir en fonction des différentes régions. Pour l'instant, dans toutes les perspectives qu'on peut voir, c'est pas ce qui est suivi en termes on ne représente du coup pas dans les modèles parce qu'on se dit que peut-être si c'est pas forcément ce qui va être suivi derrière les politiques, finalement, ça nous le rend un petit peu moins plausible et que du coup, on peut avancer. Après, ça ne nous empêche pas quand même de tracer différentes autres trajectoires d'exploration qu'on peut regarder et voir l'impact que ça a. Je pense qu'il y a des exercices qui sont faits à ce niveau-là. Sur une décroissance, on avait lancé un modèle en fait dessus qui n'a pas forcément été bien accueilli parce que s'il est très connoté, etc. C'est les termes après sur les enjeux, mais il y a des analyses quand même qui peuvent être faites à ce niveau-là pour essayer de voir l'impact que ça va avoir et les changements finalement de nos solutions. À quel point ça peut changer finalement les choix techniques qu'il va y avoir, parce que l'objectif c'est pas forcément d'avoir in fine un niveau de croissance, mais en quoi ça impacte les choix qu'il va y avoir résulté. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas coupé à ce niveau-là. Et après ça s'est pas fait, il n'y a pas eu choix ou de décisions qui ont été faites dans cet ordre-là en fait. Pourquoi ça s'est pas fait? Alors, sur le PIB, donc nous, on n'a pas de PIB dans notre modèle. On va faire l'évaluation après sur les indicateurs qui sont pertinents, qui sont les emplois, qui sont les impacts sur la santé, qui sont, je ne sais pas moi, le fait que les mobilités actives, ça va économiser 10 000 morts par an. Voilà, ça, c'est des choses qui comptent pour nous. Le PIB, ça ne compte pas. On évalue après, donc on a fait tourner des modèles macroéconomiques sur nos scénarios, etc. Il y en a qui trouvent que le PIB augmente, d'autres que... Enfin oui, si en général d'ailleurs, le PIB augmente. Mais ça, c'est juste un effet mathématique, c'est qu'on réduit les importations, on crée plus d'emplois, donc on augmente le PIB. Voilà, le PIB, ce n'est pas un bon indicateur, mais je te l'ai déjà dit, Thierry, X fois, c'est un débat qu'on a depuis 20 ans, je pense. Pour nous, le PIB, ce n'est pas une boussole. Ça indique ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest, ça indique rien. Donc, ce n'est pas un indicateur pertinent pour nous. Donc, on n'utilise pas le PIB, qui est un amalgame complètement artificiel, qui a été créé en 1934. Bon, et pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre? Donc, ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les emplois, c'est les impacts environnementaux, c'est la santé, c'est comment on vit, quoi. Et le PIB n'est pas un indicateur de bien-être. Justement, on a quand même beaucoup de nouveaux indicateurs. Donc, il y a même une loi, la loi SAS, sur les indicateurs, les nouveaux indicateurs
de prospérité, je crois. C'est ça qu'il faut utiliser. Et dans ces indicateurs-là, vous avez des indicateurs sur les critères que je viens de décrire. Voilà. Et donc le débat croissance ou décroissance, oui, c'est la décroissance dans le sens où on va décroître l'empreinte matérielle, les impacts sur les écosystèmes, etc. Ça, c'est de la décroissance. Après, la croissance du bien-être, etc., c'est autre chose. Mais parce que si on dit que le découplage est impossible, ça veut dire que pour atteindre des émissions négatives en 2070 à l'échelle mondiale, il faut qu'on ait un PIB négatif. Hein. Donc concrètement, ça ne veut rien dire. Ou alors, il faut nous expliquer concrètement comment on y arrive. Donc voilà. Et puis sur l'Allemagne, alors l'Allemagne, c'est vraiment présenté toujours comme le grand raté, etc. L'Allemagne est quand même le pays qui a réussi à mettre en place la filière éolienne et la filière photovoltaïque à l'échelle mondiale. C'est eux qui ont payé effectivement des dizaines de milliards d'euros et ça bénéficie à la planète entière. Donc je pense qu'on peut vraiment remercier les Allemands d'avoir lancé ces filières parce que c'est eux qui ont effectivement dépensé beaucoup d'argent au départ, qui se sont fait après peut-être dépasser par d'autres pays sur la capacité de l'industrie, mais aujourd'hui c'est avéré, ou alors il faut raconter aux GIEC qu'ils se sont complètement trompés, hein, c'est avéré que l'éolien et le solaire font partie des solutions majeures pour lutter contre le changement climatique. Oui, bonjour. J'aurais une question concernant le scénario négawatt, où j'ai vu que vous espériez donc diviser par 9 la quantité de CO2 rejeté dans l'atmosphère, ce qui évidemment est bien, mais la question que je me pose, la vraie question, c'est quelle est la méthode par laquelle la biomasse va pouvoir avoir des effets négatifs compensant ces 1/9, qui sont 11% quand même, qui sont une masse assez colossale, quoi. Alors, je peux comprendre, par exemple, qu'il y a de la végétation intermédiaire, enfin, disons, des cultures intermédiaires qui ne sont pas utilisées, mais qui vont prendre du carbone, et puis on va les mettre dans le méthaniseur. Mais ce méthaniseur, après, va faire de l'énergie, donc ça ne va pas être vraiment négatif. Est-ce que vous pourriez expliquer cela ? Nous, on n'a pas d'émissions négatives dans nos scénarios. On a des émissions, donc on va substituer des émissions fossiles par de la biomasse, par du biométhane. Effectivement, dans le cycle du carbone sur la biomasse annuelle, hein, on parle. Hein, donc il y a du carbone qui est capté par la photosynthèse, ensuite qui est digéré, méthanisé, tout ce qu'on veut, qui est rejeté. Donc là, on boucle le cycle. Donc on n'a pas de variation de stock de carbone dû à ce phénomène au niveau de l'atmosphère. Je me demande si le monsieur ne demandait pas comment vous avez l'augmentation des puits de carbone dans la courbe. Vous aviez une augmentation des puits de carbone en 2050. Mais ça, c'est pas la même chose. C'était ça ? Vous dites qu'il restera, disons, 1/9, puisque vous divisez par 9. Donc, il restera 1/9 du CO2 qui va être rejeté. Et pour qu'il soit rejeté, pour qu'il soit éliminé, c'est-à-dire arriver à ce que vous le dites en dessous, neutralité carbone, ça veut dire qu'il faut que dans l'opération, vous trouviez le moyen que ce puits de carbone devienne un véritable puits. C'est un mauvais mot utilisé sans doute. Mais c'est pas lié aux bioénergies, ça c'est lié aux pratiques, on parlait des pratiques de labour tout à l'heure, enfin de travail du sol. Donc ça c'est lié aux pratiques agroécologiques, c'est-à-dire infrastructures agroécologiques, des haies, des couverts, etc. Et tout ça, ça va permettre de restocker du carbone dans les sols agricoles notamment. Donc il y a un gros potentiel au niveau des sols agricoles qui ont perdu beaucoup de carbone dans ces dernières décennies. Et donc là, l'idée, c'est de recharger les sols agricoles en carbone. Donc ça, c'est un travail qui s'appelle le 4 pour 1000, qui a été mené par l'INRAE, qui permet de quantifier ce qu'on peut capter. Alors, on ne va pas capter énormément, mais bon, c'est ce qu'on a mis dans le scénario. Il y a un peu de puits de carbone en forêt aussi, et ça, comme je vous disais, on a plutôt des craintes sur la préservation du puits de carbone actuel. Donc, c'est vraiment au niveau de leur changement d'usage des terres, c'est-à-dire on interdit dans nos scénarios la conversion de forêt en culture, par exemple, ou de prairies en culture. On limite l'artificialisation, donc il y a des objectifs zéro artificialisation nette. Donc ça, on garde le carbone des sols autant que possible et on recharge. Voilà. Ça répond à la question. Oui.
Une question concernant les différents modèles, et j'ai été vraiment très intéressé par l'exposé sur les différents modèles, savoir si dans ces modèles, le facteur prix, quelle place tient-il, et par rapport justement aux différentes mesures d'élasticité dont vous parliez, et jusqu'à quel point on peut arriver à un point de rupture. Un exemple complètement réduit à notre domaine qui est l'enseignement supérieur et la recherche. Comment, à partir du 1er janvier 2023, l'augmentation de 100% des tarifs de l'électricité, qui vont représenter pour certains établissements une facture qui va passer de 1 million à 2 millions d'euros par an, comment, justement, dans vos modèles, cela ne met pas en péril l'équilibre budgétaire des missions des entités. Par exemple, pour nous, eh bien, les impacts sur la formation, sur la recherche. Parce que ce qu'il faut payer d'un côté, on ne pourra pas le payer de l'autre. Alors, la question de la prise en compte du prix, elle va dépendre du type de modèle. Dans les modèles macro, on va avoir effectivement l'économie derrière, il y aura les prix. Nous, dans les modèles bottom-up, il n'y a pas les marchés, il n'y a que le système énergétique, on n'a pas de notion de prix. Prix de l'électrique, etc., on a un coût. Et en fait, ce qu'on représente, voilà, c'est le coût technique, on a un coût total. Alors, on peut avoir une sorte de simili prix de l'électrique avec le coût marginal. En fait, mais sinon, on n'a pas cette notion. Donc ça, c'est pas capté. Parce que justement, on n'a pas ces interdépendances avec le système économique. Et si on veut le représenter, ça va être en impact conso ou autre, mais on n'a pas du tout cette notion-là. Et là, c'est plutôt pour les autres types de modèles qui représentent la sphère économique. Bonsoir. Ouais, on a des intervenants sympathiques, parfois drôles. Donc on a envie de leur faire plaisir. Donc on dit ah ben c'est super ce que vous présentez, c'est vachement sympa, nous on est d'accord. Mais comme on sent bien quand même qu'il y a quelques trucs qui coincent, on se dit ah mais c'est les méchants politiques qui vont pas vouloir. Moi je crois que c'est peut-être pas aussi simple. J'ai vu la réaction de Jean-Luc Mélenchon à la sortie du scénario Négawatt 2021. Il jubilait le Mélenchon. On lui a posé quelques questions, des journalistes lui ont posé des questions quelques jours après sur sa position sur le nucléaire. Mélenchon, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Ah ben Négawatt a dit 2045, nous on fait 2045 ». Il était d'autant plus content que le scénario d'avant c'était 2035 et que là 2045 ça facilitait considérablement ses négociations avec le Parti communiste. Donc globalement, la question, parce qu'on trouve aussi sur le scénario Négawatt et d'autres, un consensus politique finalement parfois surprenant, où moi je vois beaucoup de politiques, chez les Verts certes, mais aussi chez les anticapitalistes, la France insoumise, etc., qui trouvent ça super, le scénario Négawatt. Et la question qui se pose fondamentalement, c'est celle des délais. C'est vachement pratique pour des politiques de dire ah ben on a un truc en 20-25 ans à horizon 2050 qui fonctionne bien, donc on sait quoi faire et on passe au sujet suivant. Donc moi la question que je pose, c'est malgré tout le choix de 2050, c'est quand même typiquement un choix d'horizon qui vise des décideurs politiques classiques. Puisque ces mobilisations à de telles échéances, elles sont assez récentes. C'est parce qu'on a les possibilités de calcul, etc. etc. Mais bon, dans des périodes antérieures, les planifications, ça se faisait en plans quinquennaux, que ce soit en Russie, en France ou en Allemagne. Donc, quelle est aujourd'hui la crédibilité de scénarios qui visent un horizon 2050 dont la plupart de mes voisins n'ont vraiment rien à faire. Ce qui les préoccupe, c'est ce qui va se passer demain ou à plus brève échéance, d'autant qu'on voit que beaucoup de choses s'accélèrent. Est-ce que c'est crédible d'avoir des choses aussi précises, aussi bien ficelées, mises en débat démocratique après que ça soit complètement ficelé, ou est-ce que ça serait important d'essayer de travailler sur des échanges beaucoup plus courtes et beaucoup plus crédibles et beaucoup plus mobilisatrices pour le commun des mortels ? Qui s'y colle ? Alors non, il y a un horizon 2050, mais le scénario, il y a des valeurs année par année. Et donc, on a aussi des déclinaisons à court terme, à l'horizon 2030, à l'horizon 2025. Je parlais de la SNBC qui sont sur des patents de 5 ans, la PPE aussi, etc. Donc non, c'est pas juste on se projette à 2050 et puis d'ici là, et on se réveillera en 2049. Voilà, enfin, je pense que... mais si tu as mieux comme scénario, vas-y. Moi...
Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu la référence qui est prise par un peu tout le monde, quoi. Enfin, c'est les accords de Paris, etc. L'horizon 2050, bon, nous, ça fait depuis 2003 qu'on a des scénarios à l'horizon 2050. Alors on se dit, il faudrait qu'on aille maintenant à l'horizon 2070. Bon, alors on a commencé à regarder horizon 2070. On n'a pas publié encore ce qu'on a trouvé, parce que ce qu'on a trouvé, c'est que passé 2050, en fait, les puits de carbone, ils se saturent, que les émissions de l'agriculture, sauf à réduire encore le nombre de vaches ou à trouver des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui, ça continue à rester stable, et donc on repasse en émissions positives. Donc ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'on va faire ça rejoint la question, on est à l'équilibre en 2050, mais voilà. Et après, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc les échéances, oui, on travaille toujours sur les échéances qui sont... enfin aujourd'hui, quand 2003, 2050, ça paraissait loin, là maintenant, ça le paraît beaucoup moins. Et puis je vous dis, il y a c'est pas juste une vision de demain, quoi. Sandrine, un mot sur 2030, 2050 et le court terme. Oui, c'est en fait aussi que c'est la référence, enfin la problématique elle est quand même internationale aussi et globale, et en fait il y a des enjeux et des contraintes et des objectifs qui sont donnés. La référence a été 2050, on doit être décarboné, au moins vers ça résilient. On ne fait pas que 2050, on fait aussi jusqu'à 2100, 2070. L'Inde a dit à 2070 la neutralité carbone, donc on est forcément aussi obligé de le prendre en compte. Mais on prend par rapport aussi aux engagements qui ont été pris. Donc ils font un engagement à cette année-là, ils le font, c'était le consensus international qui a été fait. Il n'est pas sur l'année de départ, à la limite c'est pas grave. Mais c'est la base qui est donnée. Et après, effectivement, il y a une trajectoire. C'est pas que là, c'est la finalité, la vision et l'objectif à long terme, et comment on y arrive. Et là, on travaille sur chaque étape et chaque période. Mais on pourrait même faire, on avait des scénarios à 2072, par exemple, parce que c'était les 100 ans. Mais après, c'est juste qu'après, quand on échange et qu'on fait le bilan international, il faut un moment qu'on ait une base de comparaison pour pouvoir faire le recensement. Oui, voilà. Les 5 ans, ouais. Oui. Oui. Il se passe des choses. Bonsoir. J'ai pas vu parler de l'eau, de la vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre, qui est naturel. Mais là, j'écoutais il n'y a pas très longtemps une hydrogéologue, là, Aziza, qui s'inquiétait énormément de l'augmentation de la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et donc, je veux dire, sans eau, on n'est quand même pas bien, quoi. Comme on dit dans Tintin, c'est la gaucherie sans eau. Alors, c'est notre prochain projet qu'on va appeler peut-être Negawater ou Nego, Negaflot, enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette question-là alors, l'eau globalement, c'est-à-dire la consommation. Donc, vous avez peut-être vu, la semaine dernière, on a passé la 6e limite planétaire qui s'appelle l'eau verte. Donc, ce n'est pas l'eau d'irrigation. Ça, on l'a dans le scénario after. On a traité ça, on a regardé comment on pouvait réduire, notamment en été, etc. Mais le vrai problème, il n'est pas là. C'est l'eau au niveau des nappes. Et donc, c'est lié à l'augmentation de l'évapotranspiration. Ici, on va être particulièrement impacté. Le débit de la Garonne qui va chuter, l'hydroélectricité qui ne va plus du tout pouvoir être pilotée en secours au réseau électrique. Ce sera plutôt le contraire. C'est-à-dire que ça sera piloté sur les besoins biologiques des cours d'eau. Donc, les lâchers d'eau, ils ne se feront pas du tout au moment de notre besoin d'électricité, par exemple. Donc, on va complètement modifier la gestion du réseau électrique. Puis après, il y a toutes les questions qui sont liées. Alors, on va lier qualité, quantité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut qu'elle soit d'autant plus propre. Donc, nitrates, phytosanitaires, etc., il va falloir être encore plus ambitieux par rapport à ça. C'est pareil sur la question sur l'eau. Du coup, on a intégré sur les besoins en eau, en fait, par rapport, pour produire de l'énergie, on a besoin d'eau. Et notamment au niveau international, où il y a des stress hydriques à certaines zones, en fait, on va faire des choix techniques qui vont être dépendants des besoins en eau et du stress hydrique qu'il peut y avoir. Alors ça, c'est pour la première partie. Et l'ambition, c'était d'aller quelle eau pour l'énergie, mais quelle énergie pour l'eau aussi. Et de boucler la boucle. En se disant que dans les deux cas, si on utilise de l'eau, il va falloir de l'énergie autour de ça. Donc là, on a avancé sur la première partie, donc les quantifications des besoins en eau par rapport aux choix techniques à faire. Il faut boucler la deuxième partie. Là, pareil, c'est les données. Mais effectivement, c'est déterminant. Mais effectivement, c'est déterminant, quoi. Mais il faut le représenter, en fait. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ah oui.
Tu nous as montré la réévaluation du bilan carbone en France, la diminution de 20% qui a été faite, qui était effectivement sur le site du ministère de la Transition l'année dernière. Et j'étais curieux de savoir si on pouvait attribuer cette diminution. Est-ce que c'est dû à une diminution de la consommation d'énergie en France par habitant? Je pense que non. Mais voilà, peut-être me dire. Donc si c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est une augmentation, une diminution de la quantité de gaz à effet de serre émise par quantité d'énergie produite. Et la question, c'est celle-ci a-t-elle lieu sur notre territoire ou est-ce importé? La question, elle est cruciale pour savoir si on peut se dire « Ah, c'est grâce à nos politiques publiques en France qu'on a diminué notre empreinte ». Ou est-ce que, par exemple, c'est parce que nos émissions de CO2 importées sont telles, et c'est merci à nos voisins commerciaux les plus directs, européens? Est-ce que c'est, par exemple, pas dû à l'augmentation extrêmement importante d'énergie renouvelable en Espagne et en Angleterre? Est-ce que c'est pas les fruits bas qui ont été cueillis, c'est-à-dire la décarbonation du charbon dans nos partenaires commerciaux? Ou est-ce qu'il y a quand même... Donc, est-ce qu'il y a quand même, parce que tu mettais ça comme une note d'espoir, hein, un peu d'espoir qu'il y a quand même si c'est complètement insuffisant, un peu une diminution de la quantité de CO2 en France? Effectivement, j'ai remis le graphique là. Donc, alors c'est CO2 équivalent, c'est-à-dire il y a tous les gaz là-dedans, donc y compris le méthane et le protoxyde d'azote, dont le méthane de fermentation entérique des ruminants qui a pas mal diminué. Et donc, on voit bien la courbe bleue. Les émissions de l'inventaire, c'est bien les émissions sur le territoire métropolitain. Donc, ça diminue. Oui, ça diminue. Et donc, on voit que la différence, en fait, ce qu'a importé, le carbone importé, c'est la différence entre la courbe orange et la courbe bleue. Donc, ça a un peu augmenté. Mais en fait, cette augmentation-là a été plus que compensée par la diminution des émissions en France. Et après... Si, parce que si on a désindustrialisé et qu'on produit ailleurs, c'est dans la partie... si je montre à l'écran, ça ne se voit pas, mais c'est dans cette partie-là. Et donc, globalement, on a quand même bien... on a quand même bien... Alors, le fait d'avoir... Parce que là, on raisonne bien en empreinte, donc c'est pas la... Voilà. Et, oui, mais il y a bien une diminution au niveau de l'inventaire, donc de production. Comment? Ah, alors là, le graphique, là, je n'ai pas assez de précision pour ça. Grâce à quel secteur? C'est ça ou... Ah, oui. Oui, après, il faudrait aller voir plus dans le détail. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a quand même une diminution de la part des émissions du secteur énergie. Et alors ça, c'est... je ne sais plus si l'empreinte, d'ailleurs, ça prend en compte les puits de carbone ou pas. Je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est vraiment au niveau des émissions. Ouais. Et si ça peut, apporter une information supplémentaire pour comprendre, dans le dernier rapport du GIEC, qui montre que les émissions de CO2 dues au trafic, globalement, entre pays, le trafic commercial diminue. C'est-à-dire que globalement, il y a globalement une amélioration de l'empreinte CO2 des produits échangés au niveau mondial. Alors autant sur les émissions d'inventaire, bon, c'est fiable, c'est-à-dire que il y a des émissions qui sont faciles à mesurer, c'est-à-dire les émissions dues à la combustion des fossiles. On connaît le contenu carbone du fioul, du gaz, etc. C'est facile. Les émissions de l'agriculture, déjà, c'est plus compliqué parce qu'on met des facteurs d'émission sur le protoxyde d'azote qui dépendent de plein de facteurs sur les modes de production agricole. Donc ça, c'est des estimations. C'est des codes de calcul, enfin, c'est des conventions de calcul plus précisément. Ça ne reflète pas complètement la réalité. Après, il y a ces émissions-là, elles sont aussi confrontées aux mesures atmosphériques. Donc il y a le Global Carbon Project notamment, qui s'intéresse à tout ça à l'échelle mondiale, qui fait des allocations par pays. C'est un site intéressant, vous avez plein d'informations sur ce site-là. Voilà.
La Commission européenne, depuis au moins 2018, prétend que l'Europe a décroché, a réussi le décrochage PIB, émissions de CO2. C'est bien sûr aberrant, mais c'est ce qu'on trouve dans plusieurs rapports de la Commission européenne et sur des sites relayés par la délégation française à la Commission européenne. Donc, on trouve, enfin, c'est assez opportuniste de trouver que justement un recalcul permet de valider quelque chose qui était contredit par la différence entre l'inventaire national et l'empreinte. Voilà, mais bon, après, il faut voir le calcul. Après, enfin, bon, je suppose que la révision du calcul doit être plus juste que celle qu'il y avait précédemment. Normalement, oui, en général. C'est pour ça qu'on vous demande, c'est vous les spécialistes, on voudrait en être sûr. Est-ce que c'est un recalcul opportuniste en changeant des paramètres pour que ça corresponde au discours officiel, ou est-ce que c'est vraiment objectivement? Enfin bon, après, je ne veux pas juger des intentions des uns ou des autres, mais ça, alors, justement, il se trouve que nos calculs qu'on a fait, nous, qui sont basés sur des flux physiques, ils sont plutôt raccords avec les nouveaux calculs qui sont faits. Je dis pas qu'on a raison, mais en tout cas, si on a tort, on a tous les deux tort de la même façon. Comme par hasard, Christian. Ouais. Une autre question? L'erreur est juste, comme on dit. Parmi les mesures en matière d'acceptabilité citoyenne, nationale, etc., la mesure qui consisterait à réduire la vitesse sur les autoroutes à 110 ou 100 km à l'heure, alors qu'est-ce que c'est qui bloque? Est-ce que c'est le total? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les citoyens? Etc. Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Pourquoi parmi que c'était dans les 150 propositions des citoyens, ça n'a pas été retenu? Vous savez pas. Sandrine? J'aurais plutôt tendance à dire que ça bloque au niveau de la décision d'aller au bout de le faire. Après, il y a des départements qui l'ont fait, par exemple. Et c'est passé. Des départements qui sont à 110, déjà. Les départements. Dans le 06, on est à 110. Dans les Alpes-Maritimes, on est à 110 km/h sur l'autoroute. Il y a des autoroutes en Lorraine qui sont à 110. Si, donc du coup, ça... Et c'est passé. Il faut prendre l'autoroute aussi. Après, c'est tellement congestionné que maintenant on roule à 50, mais... Oui, puis c'était revenu. Oui, c'était revenu. Oui, de débit aussi d'autoroute. Sauf sur la rocade ouest. Non, mais du coup, quand ça a dû être fait, ça a été pris. On va prendre une dernière question et après vous pourrez échanger de manière informelle autour des... C'est pas franchement une question, c'est juste un commentaire sur le point qui est soulevé. J'ai calculé, passer de 110 à 130, ça fait une réduction de 16% de la vitesse. Je propose qu'on réduise de 16% également le tarif des autoroutes et ça fera passer la pilule. Voilà, tout le monde est d'accord? Parfait, je pense que c'est adopté. On fera passer ça à Autoroute de France. Merci.